Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier. Bienvenue dans cette deuxième partie du grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Nous recevons l'économiste béninois Abdoulaye Bio-Tchané. Dans la première partie de cette émission, nous nous sommes penchés sur l'état de l'économie béninoise. Nous avons évoqué la croissance africaine, son impact pour les populations. Un impact plutôt faible pour l'instant. Il y a un pays qui affiche ces dernières années des taux de croissance significatifs et pourtant la population s'est soulevée parce qu'elle n'en voyait pas les retombées. C'est le Burkina Faso. La révolution burkinabé est-elle emblématique des problèmes économiques de l'Afrique, Monsieur Bio-Tchané? Oui, oui et non. C'est un problème, c'est la conséquence des difficultés économiques que nous connaissons un peu partout en Afrique. Parce que, vous savez, la question de l'emploi des jeunes est une préoccupation sociale. C'est une préoccupation économique, mais aujourd'hui, elle est devenue une question de sécurité nationale. Pour tous les pays Qu'est-ce que africains. vous entendez par sécurité nationale? J'entends une question de sécurité nationale parce que je veux dire que cette masse de jeunes, vous prenez l'ensemble des chômeurs en Afrique, et vous savez qu'ils sont très nombreux, 70% de ces chômeurs sont des jeunes. Non seulement ils sont 70%, mais ils n'ont pas de perspective à court terme d'avoir un emploi. Vous avez, dans des pays comme le Bénin, comme le Burkina, des jeunes gens parfois diplômés, bac plus 4, bac plus 6, qui sont à la maison depuis 10 ans. Moi, j'ai reçu un courrier il y a quelque temps dans mon mail de quelqu'un qui me disait, écoutez, Monsieur le Président, je vous écris parce que je suis désespéré. Je suis à la maison depuis 10 ans, j'ai un bac plus 6, je suis marié et père d'un enfant. Tout ce que je vous demande, c'est de m'aider à avoir un emploi. Alors, et qu'est-ce que vous pouvez faire face à ce genre de demande? D'abord, la conséquence de ça. La conséquence de ça, c'est que beaucoup de ces jeunes sont désespérés et sont là, exposés à toutes sortes de risques. Et c'est le terreau à tout ce que nous pouvons voir, de bon bien sûr, dans certains cas, mais aussi de mauvais. Donc c'est la première conséquence que nous devons tirer de la situation de Burkina. La deuxième conséquence qui est importante, c'est quand même une aspiration dans nos pays, des jeunes, mais aussi de la population dans son ensemble, à un peu plus de démocratie. Et cette démocratie-là, elle est universelle. Je veux dire qu'elle n'est pas seulement européenne, américaine, asiatique, elle est aussi africaine. Les gens veulent avoir un espace de liberté. Je crois que c'est ce message-là qu'il faut comprendre et dire, oui, il nous faut un développement économique. Oui, il faut aussi que cette démocratie à laquelle aspirent nos pays, dans un pays comme le Bénin où nous avons un système démocratique qui est là depuis plusieurs années, les jeunes notamment se demandent quel est le dividende de cette démocratie, quel est le dividende économique de cette démocratie. Ils veulent avoir des dividendes pour cette démocratie. Et ces dividendes-là, ça commence par l'emploi. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement que nous comprenions qu'aujourd'hui, avec la masse de ces jeunes qui attend, avec l'absence de perspective qui est là, c'est non seulement un danger social, mais c'est un danger sécuritaire pour l'ensemble de nos pays. Frédéric Maury. Donc, ce que vous dites, c'est que finalement, derrière cette révolution burkinabé, il y a certes un problème de changement de leader qui reste trop longtemps au pouvoir, mais il y a aussi un problème social, un problème économique, c'est le chômage des jeunes qui est très important. C'est pas le cas qu'au Burkina, c'est le cas dans la plupart des pays subsahariens. Donc, est-ce que ça veut dire que finalement, selon vous, ce qui s'est passé au Burkina peut se reproduire demain au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, ailleurs, où cette jeunesse finalement dirait stop, on veut des emplois parce que la croissance, ça se mange pas? Oui et non. Oui, parce que ce phénomène que je décris, il est partout. Oui, parce qu'on constate déjà, il y a un think tank, donc une de ces institutions qui surveille
la démocratisation dans les pays africains et qui réfléchit sur ces questions, qui a documenté il n'y a pas longtemps comment étaient constituées les troupes des différents mouvements djihadistes. Et cette institution, cette agence est arrivée à la conclusion que 40% des effectifs de ces institutions venaient de jeunes qui étaient tout simplement à la quête de revenus. Vous voulez dire que, par exemple, AQMI ou Boko Haram, c'est la conséquence pour partie de ce désœuvrement des jeunes africains? Absolument. Et je crois qu'il faut commencer par avoir cette compréhension des choses. Deuxièmement, c'est un fait qu'il y a une aspiration réelle à une plus grande démocratisation dans nos pays. C'est un fait que les gens veulent une alternance. Évidemment, derrière ce principe qui est affirmé, il y a des rythmes différents d'un pays à un autre. Je prends dans mon pays, encore une fois, le Bénin. Il y a eu depuis plusieurs années, depuis 1990, il y a eu plusieurs alternances. Nous avons dans notre pays trois anciens chefs d'État qui vivent dans le pays en toute liberté, qui vont et qui viennent. Et j'espère que bientôt, il y en aura un quatrième qui pourra aller et venir en toute liberté. C'est cela que les gens veulent. Mais tant que derrière cela, il n'y a pas des fruits économiques de cette démocratisation, tant que ces fruits-là ne sont pas distribués aux populations, notamment sous la forme d'emplois durables pour les plus jeunes, il y aura des difficultés dans un certain nombre de pays. Alors ça nous ramène indirectement au Burkina Faso. À la mi-novembre, après le départ de Blaise Compaoré, le représentant du FMI à Ouagadougou, Jean-Yves Le Haene, disait ce que son institution pensait de la situation économique burkinabé au micro de Gaël Lalex. On l'écoute. L'économie du Burkina, avant que se produisent les événements du 30 et 31 octobre, on s'était retrouvé, on va dire, à l'automne de cette année, avec un certain nombre de signaux négatifs, notamment une baisse des recettes fiscales par rapport à ce qui était anticipé, la menace, si elle n'est sanitaire, au moins économique, des conséquences de la crise du virus Ebola. La situation politique, même avant le 30 et 31 octobre, il y avait une forme d'attentisme aussi, qui se ressentait sur l'investissement, notamment l'investissement privé. Et on a aussi un effet de baisse des prix de l'or et du coton, qui sont les deux principales ressources, notamment en matière d'exportation. Le FMI attend juste que le pays continue sur des engagements de réforme qui vont dans le sens d'une croissance plus inclusive, de plus de développement. L'ancien programme, je dis l'ancien même s'il n'est pas fini, encore une fois les autorités choisiront, le programme triennal qui a débuté en début 2014 avait pour objectif une croissance plus inclusive, une augmentation des investissements productifs, une meilleure répartition et redistribution des ressources et notamment des ressources minières. Je pense que les autorités souhaiteront continuer, mais encore une fois, c'est le programme des autorités, c'est pas le FMI qui impose quoi que ce soit. Abdoulaye Biotchané, quand Jean-Yves Le Haene dit que le FMI n'oblige pas le nouveau gouvernement burkinabé, le nouveau pouvoir, à adopter le programme qu'avait mis au point Blaise Compaoré, on sent quand même que ce nouveau pouvoir burkinabé n'a pas beaucoup le choix. Vous êtes un ancien du FMI, vous savez bien que le fonds, malgré toutes ces déclarations, a un pouvoir très important auprès de pays africains. Oui, le Fonds monétaire international a beaucoup de pouvoir dans les pays africains. Mais je crois qu'en dernier ressort, les pays et les gouvernements ont toute l'attitude d'accepter ou non de mettre en œuvre telle ou telle mesure. Ce qui est important de savoir, c'est que nous devons nous engager dans des réformes. Et cela, quel que soit le régime. Et donc, et c'est pour ça que moi je suis heureux quand j'écoute le gouvernement de transition actuel dire nous allons faire des réformes et nous allons accélérer certaines réformes. L'environnement de l'entreprise. Il faut poursuivre. Le gouvernement, le Burkina a connu des succès par le passé, mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il faut poursuivre. Nous devons attirer davantage d'investisseurs étrangers. Nous devons accroître les investissements locaux. Ce n'est pas des réformes qu'il faut y arriver, notamment dans des secteurs aussi importants que l'énergie. Et vous savez que les pays enclavés comme le Burkina sont exposés à cela. Et quel genre de réforme appelez-vous de vos voeux? Il faut distribuer davantage de ressources, notamment les ressources tirées des ressources minières
notamment aux communautés qui vivent dans ces régions. Il faut dégager davantage d'emplois et le Burkina est un cas important où le chômage, notamment dans les jeunes, est le plus élevé. Alors, les réformes qu'il faut, ce sont des réformes déjà qui permettent à l'État de générer des ressources plus importantes. Ce sont des réformes dans des secteurs aussi importants que l'agriculture, le coton, on en parle, pour que le pays soit moins exposé, qu'on appelle aux cours internationaux du coton, et donc avec des rendements beaucoup plus élevés, vous avez plus de marge pour justement absorber les chocs externes de cette nature. Et il faut poursuivre les réformes qui introduisent un peu plus de flexibilité dans l'économie lorsque vous êtes exposé à des chocs externes du genre de ceux qu'on connaît sur les prix de l'or, sur les prix du coton et pourquoi pas sur le prix des autres matières. Alors pour financer ces réformes, il faut de l'argent et justement aujourd'hui les finances publiques elles dépendent beaucoup quand même, les rentrées fiscales dépendent beaucoup du cours des matières premières, que ce soit le coton au Bénin, au Burkina ou le pétrole ailleurs ou les mines, etc. Quand vous voyez que les cours des matières premières depuis quelques temps sont quand même en nette voire en très nette baisse, est-ce que vous n'êtes pas inquiet quand même sur la capacité des États à arriver à financer ces réformes, ces projets dans l'énergie, ces projets d'infrastructure? Oui, je suis inquiet de constater que les prix du coton baissent, que les prix du pétrole baissent, que les prix d'autres matières premières baissent dans le contexte que nous connaissons, où les États ont besoin davantage de ressources. Mais en même temps, je veux souligner qu'aujourd'hui, en 2014, les investissements en infrastructures, qui sont les plus indispensables pour le développement économique et social de nos pays, dépendent davantage du secteur privé que du secteur public. Aujourd'hui, que ce soit dans nos pays ou dans les pays plus importants, les pays développés, vous avez trois types d'investisseurs. Vous avez les investisseurs et donc les investissements publics d'origine budgétaire. Vous avez, ça c'est le numéro 1. 2, vous avez les investissements en partenariat public et privé. Et vous en avez de plus en plus. Je prends un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est exemplaire de ce point de vue dans le secteur de l'énergie. Les plus gros investissements dans l'énergie en Côte d'Ivoire ont été réalisés depuis 1990, essentiellement par le secteur privé, en partenariat public et privé. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce cadre légal et réglementaire, mais aussi ce cadre de confiance. Depuis 1990, le gouvernement ivoirien n'a mis fin à aucun des contrats qui a été signé, malgré les différentes alternances que vous avez connues dans ce pays depuis 1990. Ça a commencé sous le régime du président Houphouët-Boigny avec le Premier ministre Ouattara alors, qui a introduit ces réformes-là, et ça s'est poursuivi avec les autres gouvernements qui ont suivi, et ça se poursuit aujourd'hui encore. Depuis, la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui a le plus de stabilité en disponibilité d'énergie, mais aussi avec les coûts de production les moins élevés. Donc, deuxièmement, partenariat public et privé. Et troisièmement, investissement du secteur privé tout seul. Les volumes de ressources qui peuvent être dégagés et investis par le secteur privé, directement ou en partenariat public-privé, sont beaucoup plus élevés et largement plus élevés que ce que n'importe lequel de nos États est en mesure de mettre sur la table. Et c'est pour ça qu'il faut créer le cadre, l'environnement. Et ça commence bien sûr par le politique. Ça commence par le gouvernement, la gouvernance publique. Ça se poursuit par la qualité des institutions. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il faut en Afrique des institutions fortes. Ces institutions, ce sont des institutions bien sûr politiques, mais aussi ce sont des institutions économiques. Une banque centrale crédible, un processus budgétaire crédible, c'est-à-dire où vous avez des décisions budgétaires qui sont prises et auxquelles on se tient, mais aussi une reddition de ces comptes budgétaires à la fin de l'année, également au Parlement. Donc, voilà les conditions qui sont indispensables pour qu'on puisse financer
demain des investissements, notamment en infrastructure, beaucoup plus importants que ce que nous faisons aujourd'hui. Abdoulaye Biotchane, vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Nous parlions du Bénin, du Burkina Faso, du cours des matières premières africaines, de la continuité de l'État et de la Côte d'Ivoire. L'autre problème, Frédéric Maury, en Afrique en ce moment, qu'est-ce que c'est? Alors l'autre problème, c'est Ebola, alors, qui est certes concentré sur un nombre limité de pays, mais qui semble avoir quand même des effets économiques plus larges que sur ces 3 pays. Est-ce que le Bénin, par exemple, souffre indirectement de cette tragédie qu'est Ebola? Oui, merci. Le Ebola, c'est un problème, c'est devenu un problème africain parce qu'il y a Panafricain, vous voulez un dire? problème panafricain. C'est évidemment, il y a les 3 ou 4 pays qui sont affectés aujourd'hui parce que vous ajoutez aux 3 pays qui étaient affectés aujourd'hui le Mali. Ça affecte aussi les autres pays parce que vous avez vu les mesures qui ont été prises par quasiment tous les autres pays africains ou pour contrôler leurs frontières, ou pour protéger leur population. Au Bénin, il y a des mesures qui ont été prises pour contrôler les passagers qui viennent à l'aéroport, pour informer les populations. Ça a un impact budgétaire, certain. Et les pays qui ont des frontières avec les 3 pays ou les 4 pays concernés, je prends par exemple la Côte d'Ivoire, ont eu des investissements importants budgétaires à faire pour contrôler donc l'accès de leur pays par des passagers venus ou des voyageurs venant de ces pays-là. Ce qu'il faut dire, c'est que économiquement, l'impact direct sur les 3 pays est très, très important. Mais en même temps, quand vous prenez cet impact à l'échelle, ne serait-ce que de la CEDEAO, il est déjà relativement plus limité. Et sur un pays comme le Bénin, il n'y a pas d'impact économique important, c'est ça? Sur le Bénin, je ne pense pas qu'il y ait un impact économique important pour l'instant. Alors, l'an dernier, la France et l'Afrique s'étaient retrouvées à Paris pour un sommet économique. L'objectif, c'était plus de croissance pour la France et pour l'Afrique. Et le même objectif était affiché, en quelque sorte, à Dakar à la fin de la semaine dernière, à l'occasion du sommet de la francophonie. Écoutez ce que disait du haut de la tribune dakaroise la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, l'haïtienne ou la canadienne, Michaëlle Jean. L'histoire de l'humanité s'est construite ainsi. Quand les peuples se sont rencontrés, les civilisations se sont rencontrées en commerçant ensemble. Ce magnifique projet est de faire cela au sein de la francophonie. Faire de cette langue si riche un levier extraordinaire pour avancer ensemble pour le développement de nos pays, des économies de nos pays. Mettre à contribution nos réseaux, mettre ensemble tout ce que nous avons en partage, mais aussi tout ce que nous réalisons dans nos pays. Pensons à tous ces forats économiques sur chacun des continents qui permettront justement cette synergie nécessaire. Et je crois que c'est porteur d'immenses possibilités. Donc c'est avec cet enthousiasme que je tiens à avancer comme secrétaire général, en m'appuyant sur l'héritage riche, fort, extraordinaire, le legs du secrétaire général Abdou Diouf. On ne remplace pas Abdou Diouf. On lui succède dans la continuité de son action. Vous partagez l'enthousiasme de Michaëlle Jean pour les objectifs économiques de la francophonie, Abdoulaye Biotchane? Oui, d'abord, je partage qu'on appelle les félicitations qu'elle adresse au président Diouf, qui a fait un travail admirable et formidable à la tête de la francophonie. C'est un leader africain incontestable et je pense que c'était un hommage largement mérité. Maintenant, c'est vrai qu'elle pose un problème réel, qu'il faut que l'espace francophone devienne véritablement un espace économique. Comme également, les autres espaces africains doivent être véritablement des espaces économiques. L'intégration économique doit devenir effectivement une dimension réelle de la construction de l'Afrique. Nous avions dit à l'UMOA, par exemple, où nous avons 8 pays, il faut construire une 9e dimension des économies. Comme également à la CEDEAO, nous avons dit, il y a 15 pays, il faut construire une 16e dimension, la dimension économique et sous-régionale pour la CEDEAO. Parce que sans cette construction-là, les pays pris individuellement auront des contraintes
notamment en matière d'infrastructure. Il faut construire des routes, et construire des routes à 15 fait beaucoup plus de sens que de construire une route tout seul. Construire des routes à 8 fait plus d'essence, plus d'intérêt que le faire tout seul. Avoir une politique énergétique à 8 ou à 15 fait plus de sens que faire une politique énergétique tout seul. Et l'espace francophone donne une nouvelle dimension qu'il faut prendre en compte. C'est dans cette construction-là, par exemple, qu'a été tout ce qui a été fait au niveau de la zone franc, avec la création, par exemple, de la CIMA pour les assurances. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est? La CIMA, c'est l'ensemble communautaire pour contrôler les assurances, créer les compagnies d'assurance, mais aussi contrôler leur viabilité. C'est pareil pour les prestations sociales dans la zone franc également. Comment mettre ensemble les ressources des caisses de sécurité sociale pour avoir une plus grande viabilité de ces structures-là. Mais il faut aller au-delà de ces 14 pays de la zone franc et voir à l'intérieur d'une zone plus élargie, comme la zone francophone. Justement, vous parlez de francophonie économique, enfin la secrétaire générale parle de francophonie économique, mais quand on regarde le cas d'un pays comme le Bénin, dont les liens économiques avec son voisin, le Nigeria, qui est maintenant la première économie d'Afrique, sont extrêmement importants. Est-ce que finalement l'avenir et la priorité du Bénin, c'est pas surtout de se rapprocher un peu plus de son voisin nigérian et d'être entraîné par la croissance de son voisin nigérian? Je crois que les sujets ne sont pas mutuellement exclusifs. Il est indiscutable que pour chacun des pays, il y a une analyse à faire des différentes priorités. Et pour le Bénin, en tant que pays, il est indiscutable que l'arrimage au Nigeria est la voie royale vers le développement. Et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui cet arrimage? Qu'est-ce qui freine? La monnaie, la différence de monnaie, le fait que les frontières soient régulièrement fermées? Qu'est-ce qui fait que le Bénin n'arrive pas davantage à s'accrocher à son voisin nigérian? Non, je crois qu'il y a les différences de politique, il y a les différences d'approche, il y a certaines contraintes. La monnaie, les populations vous diront qu'elles sont arrivées à franchir cette différence-là. C'est-à-dire, au le Bénin, CFA n'est pas un obstacle au développement? Le CFA n'est pas un obstacle, comme le Naira n'est pas un obstacle. Les Nigérians viennent acheter les vivres au Bénin avec le Naira sans difficulté. Les réexportateurs béninois revendent leurs importations au Nigeria sans difficulté. Donc l'intégration existe déjà entre ces deux pays de fait, même si officiellement ou légalement, elle est pas forcément... L'intégration informelle existe. Elle a besoin d'être, pour le Bénin, mieux structurée. Le Bénin a besoin de regarder davantage vers le Nigeria. Vous voulez dire que c'est de la responsabilité des pouvoirs publics, là? Parce que ce que vous nous dites, c'est que ce sont les opérateurs privés qui développent leurs échanges avec le Nigeria, mais que les pouvoirs publics, apparemment, d'après ce que vous dites, d'après ce que je comprends, ne suivent pas le mouvement. Je pense que les pouvoirs publics des deux côtés ont besoin d'être proactifs. Je veux dire qu'il ne suffit pas de déclaration officielle d'intention pour dire les deux pays doivent s'arrimer. Le Bénin est un des États du Nigeria pour que cela se fasse automatiquement. Il y a de vrais sujets de coopération qu'on appelle bilatérale entre les deux pays. Et moi, je vous dis que le Bénin a besoin, la voie royale pour le développement économique et social du Bénin, c'est dans les relations économiques et sociales entre le Bénin et le Nigeria. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples? Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de ce qui pourrait être fait? Parce qu'on a du mal à saisir ce qui pourrait être fait vraiment pratiquement pour les intégrer davantage, ces deux pays. Écoutez, un des obstacles à l'industrialisation et à la construction d'une économie plus performante et plus compétitive au Bénin et au Nigeria, c'est l'énergie. D'accord? Aujourd'hui, le Bénin se positionne comme un importateur d'énergie du Nigeria. Nous savons, vous et moi, que le Nigeria a des problèmes très importants, structurels, en matière énergétique. Donc, pour moi, l'approche énergétique entre le Bénin et le Nigeria, c'est que le Bénin soit un exportateur d'énergie sur le Nigeria. Vous voyez la différence d'approche? Je ne me positionne pas comme un importateur d'énergie à prix subventionné du Nigeria, mais au contraire, je positionne le Bénin comme un exportateur
d'énergie sur le Nigeria. C'est un peu le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers, mais c'est dans cette voie-là qui est possible. Parce que ce n'est pas le gouvernement béninois qui produit l'énergie dans ces conditions-là. C'est le secteur privé béninois qui produit l'énergie et qui le revend au secteur privé et au secteur public éventuellement au Nigeria. Au mois de juin dernier, les bailleurs de fonds à Paris sont réunis, ont accordé des montants assez importants au Bénin, je crois plusieurs milliards d'euros. 8 milliards à peu près 8 milliards d'euros au Bénin. Est-ce que là-dedans, il y a quelque chose qui concerne les infrastructures avec le Nigeria? Est-ce qu'il y a des projets qui concernent le Nigeria? D'abord, ramenons les choses à leur véritable dimension. C'était une table ronde sur le Bénin. Et comme toutes les tables rondes, j'en ai fait des dizaines, croyez-moi, quand j'étais directeur Afrique du Fonds monétaire international et plus tard à la BOAD. Les tables rondes sont des déclarations d'intention qui n'engagent personne. Les promesses n'engagent que ceux qui y ce sont croient. des promesses. Ce sont des promesses de financement. Après, en France, on dit les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Tout à fait. Après, vous avez une deuxième étape. Parce que sur ces promesses qui sont sur une liste de projets, vous avez maintenant à faire des études sur ces projets-là et à les présenter à ces différents bailleurs de fonds qui, en ce moment, saisiront leurs différents organes. Là, quand vous venez à la table ronde de fonds, la table ronde par exemple sur le Bénin, vous avez une institution, mettons l'AFD. Quand l'AFD vient à la table ronde et vous dit, écoutez, je suis prêt à m'engager sur tel projet pour, mettons, 1 milliard d'euros, mais c'est sans la décision des organes de l'AFD. Les organes de l'AFD s'engageront sur ce projet-là et diront, nous donnerons effectivement 1 milliard de dollars à ce projet béninois lorsque les Béninois auront produit une étude au conseil d'administration de l'AFD. En ce moment-là, vous avez un engagement. Deuxième étape. Troisième étape, il faudra... Et ça sera la fin de l'émission après. Tout à fait. Troisième étape, vous allez maintenant constituer les dossiers qui permettent de décaisser les fonds pour le projet pour lequel vous avez, projet énergétique par exemple, pour lequel vous avez obtenu l'engagement du conseil d'administration de l'AFD et éventuellement de la Banque mondiale sur d'autres projets, etc. Donc, entre la table ronde qui fait des promesses et la réalisation des projets, il peut se couler des années. Merci Abdoulaye Bio-Tchané d'avoir accepté cette invitation au grand invité RFI Jeune Afrique. Jeune Afrique qui publiera dans ses colonnes les principaux extraits de vos déclarations. Vous pouvez en tout cas nous retrouver en vidéo sur le site internet de RFI.fr ou sur celui de Jeune Afrique. Guillaume Munier a réalisé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI.